On pense souvent qu'il suffit de réinitialiser un vieux smartphone avant de le vendre ou de le jeter. Erreur fatale. Ce petit appareil contient des tonnes de données personnelles. Contacts, messages, accès au compte bancaire, mots de passe enregistrés. Et le pire, c'est que même après une réinitialisation, tout ça peut être récupéré en quelques clics. Au cours de ma carrière, j'ai examiné de nombreux téléphones différents, des modèles les plus simples, sans accès protégé par mot de passe, jusqu'aux téléphones avec un écran cassé, un port d'interface endommagé, noyé, bloqué ou réinitialisé. Parmi eux, il y avait beaucoup d'iPhone et d'Android. Et croyez-moi, seuls quelques rares appareils ne contenaient aucune information sensible sur leur ancien propriétaire, et parfois même sur plusieurs. Alors, comment éviter que son ancien téléphone ne devienne une mine d'or pour des inconnus? Quelles sont les vraies méthodes pour effacer ces données sans risque? Dans cette vidéo, je vais montrer pourquoi il ne faut jamais vendre ou jeter un smartphone sans préparation et comment s'assurer que personne ne puisse mettre la main sur vos informations. Avant que j'oublie, je vous conseille de vous abonner à mon canal Telegram. J'y partage encore plus d'informations utiles. Récemment, en triant mes affaires dans mon appartement, je suis tombé sur mon ancien iPhone, qui prenait la poussière sur une étagère depuis longtemps. En allumant l'appareil, j'ai vu un message peu rassurant. iPhone désactivé. Connectez-vous à iTunes. Ce message signifie généralement que l'accès aux données est définitivement perdu. Sur les appareils mobiles d'Apple, après 10 tentatives incorrectes de saisie du mot de passe, les clés de chiffrement sont supprimées, rendant l'accès aux données utilisateurs extrêmement compliqué, voire totalement impossible. Dans une telle situation, extraire des informations de l'appareil n'est envisageable que tant que le système d'exploitation n'est pas chargé. Sur les appareils équipés des processeurs A5 à A11, iPhone 4S, iPhone X, il existe une vulnérabilité matérielle qui permet d'accéder au contenu du téléphone en mode BFU, Before First Unlock, grâce à l'exploit CheckM8. Nous avons ici un iPhone 5S à 1533, dont l'accès à la mémoire est bloqué après 10 échecs consécutifs de saisie du mot de passe. Grâce à la vulnérabilité CheckM8, il est possible d'extraire des données depuis le trousseau de clés, Keychain, et le système de fichiers en mode BFU. Ces informations peuvent être récupérées à l'aide de divers outils comme Elcomsoft, iOS, Forensic Toolkit, UFAD, 4PC et d'autres. Le processus d'analyse peut être automatisé à l'aide d'outils payants tels que Mobile Criminalist Expert Plus, UFAD Physical Analyzer, mais aussi avec des solutions open source comme iLeap. Malheureusement, ces outils ne permettent pas toujours de traiter automatiquement tous les types de données. Certains artefacts doivent donc être analysés manuellement. Lors de l'examen des données extraites, un chercheur peut obtenir des informations techniques sur l'appareil ainsi que des détails sur les comptes utilisateurs autorisés dans le système. Pour plus de clarté, j'ai regroupé toutes les données accessibles aux chercheurs en 3 grandes catégories: les artefacts du mobile, les données utilisateurs et les artefacts des applications. Je vais détailler chacun de ces blocs. Le premier concerne les artefacts du mobile. Il s'agit d'informations sur la version d'iOS installée et le numéro de build, qui peuvent être trouvés dans certains fichiers système. Par exemple, sur cet appareil, iOS 12.4.3 était installé, avec la build 16G530. Ces informations sont cruciales, car la quantité de données extraites dépend de la version du système d'exploitation. Le deuxième point concerne l'email et le numéro de téléphone. Certains fichiers du système stockent ces données. Reported Phone Number contient le numéro de téléphone enregistré dans le système. EMA est l'identifiant unique de l'appareil. MAID est son équivalent pour les appareils fonctionnant sur les réseaux CDMA. Reported Subscriber Identity correspond à l'ICCID de la carte SIM. Le troisième élément porte sur le modèle de l'appareil et ses connexions réseau. Ces informations permettent d'identifier le type de téléphone et de retracer son historique de connexion. Le quatrième concerne les paramètres de l'application Find My iPhone. Ces données indiquent si la fonctionnalité de localisation de l'appareil était activée et son statut lors de la dernière utilisation. Cinquième point, les informations sur les sauvegardes de l'appareil.
Elles comprennent la dernière sauvegarde réalisée sur un ordinateur, ainsi que les paramètres de sauvegarde dans iCloud. On peut aussi récupérer le nom de l'appareil et vérifier si les contacts ont été synchronisés avec iCloud. Le sixième bloc concerne les détails des sauvegardes, leur date de création et les éventuelles erreurs rencontrées. Il est possible de savoir si la sauvegarde a été faite localement ou sur iCloud, quand était prévue la prochaine tentative de sauvegarde, si elle a été reportée et combien d'échecs ont été enregistrés. Enfin, le septième point regroupe les informations sur les mises à jour du système. On peut voir la version d'iOS qui a été installée, le type d'appareil, sa capacité de stockage, la version actuelle du système, l'heure de la mise à jour et même le niveau de batterie au moment de l'installation. Il est aussi possible de savoir si la mise à jour s'est déroulée avec succès ou non. Toutes ces données permettent d'obtenir un aperçu détaillé de l'état de l'appareil, de ses paramètres et de son historique, ce qui peut être essentiel pour une analyse approfondie. Passons maintenant aux données qui permettent d'identifier l'utilisateur. La première catégorie concerne les paramètres de configuration réseau du système. On y trouve le modèle de l'appareil, ainsi que des informations spécifiques telles que Network, Local Host Name, qui correspond au nom attribué à l'appareil sur le réseau local et permet aux autres appareils de l'identifier. Il y a aussi System, Computer Name, le nom affiché dans les paramètres du téléphone, dans la section « À propos de cet appareil ». La deuxième catégorie regroupe l'email de l'appareil, le numéro de téléphone, les paramètres réseau et les identifiants de carte SIM comme l'ICCID et l'IMSI. Dans ces fichiers, on retrouve également le MDN, Mobile Directory Number, c'est-à-dire le numéro de téléphone de l'abonné, ainsi que le TS, Timestamp, une marque temporelle. Le champ Label ID représente un identifiant unique qui peut être utilisé pour suivre ou identifier un enregistrement spécifique dans le système. Ensuite, vient la troisième catégorie, qui contient les informations de localisation de l'abonné. Ces données peuvent également inclure le numéro de série de l'appareil. La quatrième catégorie concerne les cartes SIM utilisées sur l'appareil, y compris leurs ICCID et MSISDN, ainsi que les dates de leur dernière utilisation. On y trouve des champs comme Subscriber ID, qui stocke l'ICCID du téléphone, et Subscriber MDN, qui correspond au numéro de téléphone mobile. La dernière mise à jour de ces informations est indiquée par Last Update Time, sous format Unix. Cinquième élément, les informations liées à l'AirDrop ID de l'appareil. Sixième élément, les paramètres et préférences stockés dans l'application Réglages. Un point particulièrement intéressant ici est la présence de données sur le compte Apple ID mis en cache. Par exemple, le champ Cached Cloud Title stocke le nom de l'utilisateur et Cached Cloud Username contient l'adresse email associée à son compte iCloud. Septième élément, les appareils Bluetooth connectés ou appairés avec le téléphone. On y trouve le nom du périphérique ainsi que son adresse MAC, indiquée sous adresse ou Resolved Address. Il y a aussi Last Seen Time et Last Connection Time, qui indiquent respectivement la dernière détection et la dernière connexion du périphérique. Huitième élément, les paramètres de l'application Messages. Ce fichier peut également contenir des informations sur le numéro de téléphone de l'abonné. Le champ Display Name affiche le nom du compte, tandis que Loginas indique comment l'utilisateur est connecté, dans ce cas, via son numéro de téléphone. Il y a aussi Online Accounts, Active Accounts et Status, qui fournissent des détails sur l'identifiant du compte. Neuvième élément, les réseaux Wi-Fi auxquels l'appareil s'est déjà connecté. On peut y retrouver le SSID STR, qui correspond au nom du réseau, ainsi que Last Updated, qui enregistre la dernière date et heure de mise à jour de ces informations. Le champ BSSID contient l'adresse MAC du point d'accès Wi-Fi. Dixième élément, les contacts favoris de l'utilisateur. On peut y voir le champ Name, qui contient le nom enregistré dans le carnet d'adresses, ainsi que AB Database UUID, un identifiant unique de l'entrée, et Value, qui correspond au numéro de téléphone du contact. Onzième élément, les informations sur les comptes FaceTime utilisés sur l'appareil. Ici, on retrouve des données comme Phone Number Registration Subscription Label, un identifiant unique et registration.saved account name.
qui indique le nom enregistré du compte. 12e élément. Les contacts bloqués par l'utilisateur. Les informations incluent KCMF Item Phone, Number, Country Code Key, qui stocke le code pays, et YCMF Item Phone, Number, Unformatted Key, qui contient le numéro de téléphone bloqué. 13e élément, les comptes Apple ID et iCloud utilisés sur l'appareil. Il est possible de retracer l'historique des identifiants ayant été enregistrés et utilisés sur le téléphone. 14e élément, les informations sur le compte iCloud utilisé pour Home Sharing, la fonctionnalité qui permet de partager une bibliothèque multimédia entre plusieurs appareils Apple sur un même réseau. Parmi ces données, on trouve Home Sharing Apple ID, qui indique l'Apple ID utilisé pour le partage, et Home Sharing Group ID, qui représente l'identifiant du groupe de partage. 15e élément, les statuts d'authentification Apple ID mis en cache. Ce fichier peut contenir des informations précieuses sur la première connexion d'applications comme iMessage et FaceTime avec d'autres appareils Apple ID enregistrés. Toutefois, cela ne signifie pas forcément qu'une conversation a eu lieu. Par exemple, lorsqu'un utilisateur crée un brouillon de message puis le supprime, une authentification Apple ID se produit, et ces données sont enregistrées dans un fichier PLIST. On y trouve notamment le numéro de téléphone sous tel, ainsi que la date de recherche sous LookUpDate. 16e et dernier élément, les données stockées dans la trousse de clés Keychain. Ce fichier contient des informations critiques sur les comptes utilisateurs. Il faut noter que le Keychain est chiffré, ce qui signifie qu'il est nécessaire de le décrypter avant de pouvoir l'analyser. Ces données sont essentielles pour toute investigation approfondie. Passons maintenant aux informations que l'on peut obtenir sur les applications utilisées. Le premier point concerne les contacts particulièrement importants de l'utilisateur dans l'application Mail sur iOS. Par exemple, le champ Email Address stocke des informations sur l'adresse email d'un contact prioritaire. Le deuxième point concerne un répertoire très intéressant contenant divers fichiers journaux du système. Le fichier HPrivatenVarge Mobilege Library Logs Mobile Activation Deeds Mobile Activation. Log enregistre des données sur le processus d'activation de l'appareil, y compris les tentatives réussies et échouées, ainsi que les horodatages correspondants. Il existe également un répertoire Privatenvarge Mobilege Library Logs Crash Reporter, qui contient des fichiers journaux des applications ayant subi un plantage. Ces fichiers sont générés lorsque le système détecte qu'une application s'est arrêtée de manière inattendue. Plus précisément, les fichiers situés dans HPrivatenVar Mobilege Library Logs Crash Reporter Wi-Fi Manager conservent des informations sur les dysfonctionnements des composants de gestion du Wi-Fi. Ces journaux permettent également d'obtenir des indications sur la position géographique des points d'accès Wi-Fi et de déduire la localisation approximative de l'appareil à un moment donné. Le troisième point concerne le fichier journal mobile installation .log, situé dans HPrivatenVarge Install Library Logs Mobile Installation. Ce fichier contient des informations sur les applications installées. Il enregistre les processus d'installation, de mise à jour et de suppression des applications. Le quatrième point concerne les autorisations accordées aux applications. Ces données indiquent quels logiciels ont eu accès à la caméra, au microphone, à la localisation ou au contact. On y retrouve le champ service, qui spécifie le type d'autorisation accordée, ainsi que client, qui indique l'application concernée. Le cinquième point regroupe les applications utilisant les services de géolocalisation. On peut y retrouver des informations telles que Point Yandex, Point Mobile, Point Search, qui est l'identifiant du package d'une application, ainsi que Receiving Location Information Timestop, ED, qui enregistre l'heure à laquelle la collecte des données de localisation a été interrompue. Le sixième point concerne un répertoire particulièrement intéressant, regroupant toutes les applications installées sur l'appareil. Dans ce répertoire, on a identifié un sous-dossier contenant un GUID spécifique à l'application WhatsApp. À l'intérieur, un répertoire Azure Library Logs enregistre les changements de version de l'application, par exemple de 2,19,51 à 2,19,120, le numéro de téléphone de l'utilisateur, ainsi que les horodatages
des messages envoyés et reçus, sans pour autant inclure le contenu des conversations. Un autre sous-dossier, Library Caches Chat Media, contient des répertoires nommés selon les numéros de téléphone des contacts avec lesquels l'utilisateur a échangé des fichiers multimédia. Un fichier spécifique regroupe des informations mises en cache sur les noms des groupes WhatsApp. Par ailleurs, un fichier ph.telegraph.plist stocke des informations sur le compte Telegram, notamment le numéro de téléphone utilisé pour l'authentification. Dans le répertoire h-perivaten varj mobilech, Containers sur Datai Application, GUID, WebKits Library, WebKits Website Data, des données relatives au contenu web consulté via Safari ont été retrouvées. Il est ainsi possible d'identifier les ressources visitées par l'utilisateur. Le 7e point concerne le répertoire Ajo Privaten Var et Mobilech Media, qui est utilisé pour le stockage des fichiers multimédia et autres données utilisateurs. À l'intérieur, un fichier hdownloads.28 SQLitDB contient des informations sur les fichiers téléchargés, leur type, ainsi que le lien du site d'origine. Dans le répertoire Purchase, on retrouve des fichiers liés aux achats effectués par l'utilisateur. Dans ce cas précis, il s'agit d'un fichier audio et de la couverture d'un album au format JPEG. Enfin, le 8e point concerne le répertoire Recordings, qui contient des sous-dossiers indiquant la date et l'heure de création des enregistrements audio réalisés avec l'application Dictaphone. Ces données permettent de retracer l'historique des enregistrements effectués par l'utilisateur. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de réinitialiser un smartphone pour tout effacer et repartir de zéro. Genre, hop, on appuie sur un bouton, et c'est comme si le téléphone n'avait jamais existé. Mais en vrai, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Quand on fait une réinitialisation d'usine, le téléphone efface juste la table d'index des fichiers. Ça veut dire quoi? En gros, les fichiers sont toujours là, mais le système ne les affiche plus. C'est un peu comme si tu arrachais l'étiquette d'un carton dans un grenier. Le carton est toujours là. Il suffit juste de fouiller un peu pour retrouver ce qu'il y a dedans. Et les hackers, eux, ils savent très bien comment fouiller. Il existe des logiciels hyper simples qui permettent de récupérer des photos, des messages, des mails et même des mots de passe enregistrés. En gros, si quelqu'un met la main sur ton ancien téléphone après une réinitialisation classique, il peut facilement récupérer une grosse partie de ta vie numérique. Et là, bon courage si tu avais des infos sensibles dedans. Pour vraiment tout effacer, il faut aller plus loin. Avant de faire la réinitialisation, il faut d'abord chiffrer toutes les données du téléphone. Comme ça, même si quelqu'un arrive à récupérer les fichiers, ils seront illisibles sans la clé de chiffrement. Ensuite, il faut remplir la mémoire avec des fichiers inutiles, des vidéos lourdes par exemple, histoire d'écraser définitivement les anciens fichiers. Et seulement après, on peut réinitialiser le téléphone. Donc, non, une simple réinitialisation d'usine ne suffit pas. Si tu veux vraiment protéger tes données, il faut un peu plus de préparation. Parce qu'un téléphone mal effacé, c'est comme une maison dont on aurait juste changé la serrure sans fermer les fenêtres. Celui qui veut entrer trouvera toujours un moyen. Si tu veux vraiment effacer un téléphone et être sûr que personne ne pourra récupérer tes données, il ne suffit pas d'appuyer sur « Réinitialiser ». Il faut faire les choses bien, sinon tes fichiers restent là, invisibles mais récupérables. La première chose à faire, c'est chiffrer les données. C'est super simple en fait. Dans les réglages, il y a une option pour activer le chiffrement. Une fois que c'est fait, même si quelqu'un arrive à récupérer les fichiers, ils seront illisibles sans la clé de déchiffrement. C'est déjà une bonne protection. Ensuite, il faut remplir la mémoire avec n'importe quoi. Tu prends des vidéos lourdes, des fichiers inutiles, et tu les copies en boucle jusqu'à ce que le stockage soit plein. Pourquoi? Parce que ça écrase les anciennes données. Même si quelqu'un essaie de les récupérer après, il ne trouvera que ces fichiers bidons. Une fois que c'est fait, tu peux réinitialiser le téléphone. Et si tu veux être encore plus tranquille, tu peux refaire le remplissage et la réinitialisation une deuxième fois. Là, c'est propre, il ne restera plus rien. Il existe aussi des logiciels spécialisés qui font tout ça automatiquement. Mais honnêtement, la méthode à la main marche très bien. L'important, c'est de ne jamais croire qu'un simple reset suffit. Si tu veux vraiment que ton ancien téléphone ne parle plus jamais de toi, il faut prendre le temps de bien le nettoyer. Vendre ou jeter un vieux téléphone, ce n'est pas toujours la meilleure option.
Déjà, on l'a vu, il y a des risques si les données ne sont pas bien effacées. Mais, en plus, un ancien smartphone, ça peut encore servir à plein de trucs. Si l'appareil fonctionne toujours, pourquoi ne pas le recycler intelligemment? Tu peux le transformer en caméra de surveillance pour chez toi. Il suffit d'installer une application dédiée et de le poser dans un coin stratégique. Tu peux aussi en faire une télécommande pour ta télé connectée, un réveil numérique, ou même une console rétro si tu aimes les jeux anciens. Si tu n'en as plus besoin, plutôt que de le vendre à un inconnu, tu peux le donner à quelqu'un de ton entourage. Un enfant qui a besoin d'un premier téléphone, un parent qui n'a pas forcément envie d'en acheter un neuf, ou même une association qui récupère des téléphones pour les personnes en difficulté. Et si l'appareil est vraiment en fin de vie, alors direction le recyclage, mais dans les règles. Il ne faut pas le jeter n'importe où, parce qu'un smartphone contient des composants toxiques. Il existe des points de collecte spécialisés qui recyclent les téléphones sans polluer et récupèrent les matériaux utiles. Bref, avant de te débarrasser de ton ancien téléphone, réfléchis à une autre utilité. Parce qu'un appareil qui dort dans un tiroir ou qui finit entre de mauvaises mains, c'est du gâchis.